Bien, bonjour à tous. Bienvenue pour ce séminaire Boréa. Euh, Aujourd'hui, nous allons donner la parole à Valentin de Mazancourt, qui est de l'équipe Biopac. Il est ATER à Sorbonne Université, mais il a fait aussi sa thèse à Boréa. Donc, il va nous parler des aventuriers de la crevette perdue et on te remercie beaucoup de ta présentation. Donc, tu as la parole. Euh, Merci à toi et puis à tout à l'heure pour les questions. Merci Étienne. Bonjour à tous. Et puis encore une fois, merci Étienne et merci à Isabelle de m'avoir invité à faire ce séminaire. Donc aujourd'hui, un séminaire d'un format un peu différent de d'habitude. Là, je ne vais pas vous présenter des résultats scientifiques, mais je vais plutôt vous présenter comment on arrive aux résultats scientifiques. Donc là, ça va être un petit peu album de photos de vacances, si vous voulez. Donc on va voir ça ensemble. Alors les aventuriers de la crevette perdue, vous allez voir, parce que c'est plein d'aventures, plein de crevettes et plein de choses perdues. Alors c'est parti. Non, c'est pas parti. Si, voilà. Donc, ce que vous voyez ici, donc, pour vous situer un peu le contexte, on va être le 28 octobre 2022. On est en fin d'après-midi. Là, on est au bord d'une rivière sur la côte sud-est de l'île de Flores, en Indonésie. Il faut imaginer, hein, la température de l'air, elle est proche de 32 degrés, le taux d'humidité proche de 102%. Et puis, sous l'œil amusé des curieux et des locaux, transpirant à grosses gouttes dans mes cuissardes, un étranger s'efforce à progresser entre les rochers. Vous voyez, il est empêtré dans les fils d'un étrange appareil auquel il est harnaché. Donc, bon, vous l'aurez reconnu, hein, ça, c'est moi. Et je vais vous expliquer comment je me suis retrouvé dans cette situation. Alors, notre histoire commence 2 ans plus tôt, au Museum für Naturkunde, le Muséum d'histoire naturelle de Berlin, et plus particulièrement dans ses riches collections de crustacés, donc, que vous voyez sur l'image de droite. Donc, à ce moment-là, je viens de commencer mon postdoc, qui est financé par une bourse de la Fondation Alexander von Humboldt, et donc avec un projet qui s'intitule sobrement Integrative Taxonomy and Biogeography of the Amphibian Species of Caridina, crustacés décapodes attilidés, of the Indo-Australian Archipelago. Donc, je vais vous expliquer déjà un petit peu les différents termes de ce titre. Tout d'abord, le modèle. Donc, il s'agit du genre Caridina. Ce sont des crevettes d'eau douce qui appartiennent à la famille des Attillidés. Ces crevettes sont caractérisées par la présence de soies terminales sur les 2 premières paires de pinces. C'est ce qu'on voit sur l'image en haut à droite. Et la présence de ces soies leur permet d'avoir une place fondamentale dans les écosystèmes, avec un régime alimentaire qui va être tantôt charognard, tantôt filtreur et brouteur. C'est un groupe qui a une très forte diversité, hein, puisque les Attillidés comprennent 44 genres. Et parmi ces 44 genres, donc le genre Caridina qui comprend à lui seul plus de 300 espèces, donc la majorité des espèces d'Attilidae. On va retrouver les caridines dans toutes les eaux douces tropicales, voire tempérées dans certaines parties, qu'on va retrouver depuis l'Afrique de l'Ouest jusqu'à la Polynésie, en passant bien sûr par l'archipel indo-australien qu'on voit au milieu. Donc là, nouvel élément du titre. Parmi les caridines, il y a différentes stratégies de développement selon les espèces. Donc, on a soit le développement direct, ici, qui est caractérisé par la présence de gros œufs en petit nombre. Ce sont des espèces qui vont avoir un cycle de vie complètement en eau douce et donc généralement elles vont avoir une répartition de type endémique. On va les trouver uniquement dans certaines îles par exemple. Et de l'autre côté, on va avoir des espèces qui ont un développement prolongé avec un grand nombre de petits œufs. Là, vous pouvez comparer les 2 images. Donc ces espèces sont généralement amphidromes et donc ont une large répartition. Donc on va détailler un petit peu ce que c'est que l'amphidromie. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent, mais c'est toujours bien de faire des rappels. Donc l'amphidromie, ça signifie que le cycle de vie de ces espèces va se dérouler successivement en eau de mer et en eau douce au cours du développement. Donc à l'âge adulte, les individus se trouvent en rivière où ils vont se reproduire. Suite à leur production, donc, les femelles vont porter des œufs qui vont éclore. Les larves qui sortent des œufs vont être entraînées par le courant dans la rivière jusqu'à atteindre l'océan. Ensuite, une fois arrivées dans l'océan, elles vont subir une série de métamorphoses jusqu'à une métamorphose finale au stade de juvénile, à partir duquel elles vont retourner dans les rivières, regagner l'habitat des adultes. Elles vont grandir pour devenir des adultes et elles vont ainsi boucler le cycle. Donc, vous avez 2 phases, hein, une phase benthique et une phase pélagique. La phase pélagique étant marine, généralement, et la phase benthique étant en eau douce. Et ainsi de suite. Le cycle continue. Donc ces espèces qui ont une large répartition, sont amphidromes, vont donc avoir une large répartition du fait de cette dispersion larvaire planctonique.
Les larves se retrouvent en mer et vont être entraînées par les courants et vont pouvoir rejoindre des habitats qui sont souvent éloignés de l'endroit où elles ont été où elles ont éclos. Donc, parmi ces espèces amphidromes, on a de nombreuses espèces largement réparties. Certaines sont très communes dans l'archipel indo-australien, voire même au-delà. On a par exemple Caridina weberi, ici, Caridina gracilirostris, qui est bien nommée, Caridina gracilipes, Caridina serratirostris, là aussi, hein, bien nommée avec son rostre plein de dents, Caridina brevicarpalis, et de nombreuses autres espèces dont l'énumération serait inutile et fastidieuse. Alors, actuellement, pour décrire les espèces, en systématique, on utilise plutôt la méthode de taxonomie intégrative, qui va consister à utiliser des données qui sont issues de plusieurs jeux de données et de manière congruente. C'est-à-dire que si la morphologie et les molécules sont d'accord pour considérer que c'est une espèce à part entière, on va avoir besoin de ces deux jeux de données. Ça peut être donc le moléculaire, la morphologie, la géographie, l'écologie, la reproduction, ou encore d'autres jeux de données que je n'ai pas forcément listés ici. Le problème, c'est que les espèces largement réparties, donc qui sont listées ici, leur taxonomie a été basée uniquement sur des caractères morphologiques, et des caractères morphologiques assez peu fiables, qui plus est. Donc tout ça, ça résulte à une taxonomie qui est très confuse. En utilisant l'approche de taxonomie intégrative, plus récemment, on a pu voir que certaines de ces espèces étaient en réalité des complexes d'espèces. Vous voyez ici, par exemple, avec le cas de l'espèce Caridina weberi, pensée présente en Polynésie. En réalité, cette espèce était composée de 4 espèces plus ou moins cryptiques, et en réalité, Caridina weberi n'est même pas présente en Polynésie. Autre exemple, avec Caridina gracilirostris, la série type, c'est-à-dire les spécimens qui ont servi à décrire l'espèce, était composée de 3 espèces en réalité. Donc, tout ceci va nous poser un problème nomenclatural. Si on considère ici l'ensemble des spécimens qui ont été identifiés dans une espèce théorique, qu'on va appeler l'espèce A, lorsqu'on fait une approche de taxonomie intégrative, on se rend compte que l'espèce A est en fait composée de 3 espèces différentes, mises en évidence par la génétique, par exemple. Mais dans ce cas-là, problème nomenclatural, laquelle est l'espèce nominale? Parmi ces 3 espèces, laquelle est en réalité l'espèce A? Est-ce que ça va être la orange? Est-ce que c'est la verte? Est-ce que c'est la violette? Donc pour ça, on a différents moyens de s'en assurer. On peut par exemple séquencer les spécimens types. Donc ça présente l'avantage d'assurer l'identification, puisqu'on a séquencé le spécimen qui a servi à décrire l'espèce. Mais le problème, c'est que l'ADN est dégradé, donc ce qui pose des difficultés techniques, généralement un coût élevé des manips. Et ça pose aussi le problème d'avoir besoin d'accéder aux spécimens, ce qui parfois, selon les muséums, est compliqué. Il faut les localiser. On n'est pas sûr dans quel muséum ont été déposés les spécimens. Si on les localise, ce n'est pas sûr que le muséum nous les envoie ou nous autorise à faire des prélèvements. Donc voilà le genre de problème que peut poser cette solution-là. C'est pour ça qu'on a une deuxième solution qui consiste à retourner sur les localités types pour y collecter les spécimens frais. Spécimens récents pour lesquels l'ADN va être en bon état, qui va être beaucoup plus facile à séquencer et beaucoup moins coûteux. En point négatif, c'est que ça nécessite d'organiser une expédition sur le terrain, parfois dans des endroits qui sont difficiles d'accès. Et puis on a aussi le risque de ne pas collecter la même espèce que celle de la série type. Donc il peut y avoir des erreurs d'identification, ce qui fait qu'on est moins sûr de l'identité de nos spécimens et donc de nos séquences. Dans les deux cas, le principe est le même. Il s'agit d'obtenir une séquence identifiée de manière irréfutable pour servir de référence. Donc, si on vient à la liste des espèces, là, on constate qu'il y a un point commun entre toutes ces espèces. Vous voyez, c'est le nom de Mann. Toutes ces espèces, elles ont été décrites par le zoologiste néerlandais Johannes Govertus de Mann. Et tous les spécimens se trouvent donc au muséum de Leiden, puisque c'est là où il travaillait. Là, on a de la chance, ils sont faciles à localiser. Autre élément qui est répété, donc vous voyez 1892, toutes ces espèces. Donc c'est que toutes les espèces ont été décrites dans une même publication, qui est celle-ci, Decaponen des Indischen Archipels. Donc cette publication est basée sur des spécimens qui ont été collectés par le zoologiste germano-néerlandais Max Weber, qu'on voit ici au travail dans son laboratoire à bord du navire Siboga. Il est deuxième en partant de la droite. Donc c'est ce monsieur Weber qui est allé en Indonésie pour collecter des spécimens. Il a fait un voyage donc à l'époque, ce qu'ils appelaient les Indes orientales néerlandaises, entre 1888 et 1889. Donc, il a passé plusieurs mois entre Célèbes et Flores, donc Célèbes qui s'appelle maintenant Sulawesi. Et il a publié ses résultats dans cette publication, accompagné de cartes, qui ont été bien utiles pour la suite.
Donc, vous voyez sur cette carte, ce qui est noté en rouge, ce sont les localités où il a collecté des crustacés. Si on regarde le détail, on se rend compte que toutes les espèces ont été décrites à partir de spécimens collectés dans 7 localités sur l'île de Flores. Ce que vous voyez ici, donc les 7 localités, les points bleus. Et à chacune de ces localités, vous avez un certain nombre d'espèces. Donc, toutes sont nouvelles, toutes ont été décrites dans ce papier. Et elles sont toutes listées ici. Alors, j'ai lancé 2 projets en parallèle pendant mon postdoc à Berlin. D'une part, le séquençage des spécimens anciens qui étaient conservés à Leiden et que le muséum a bien accepté de nous prêter pour qu'on fasse les extractions de tissus, d'ADN et les séquençages. Donc ça, c'est la première partie du projet. Et la deuxième, c'est de faire une expédition en Indonésie pour assurer les résultats, parce qu'on n'est pas sûr que les spécimens nous donnent bien de l'ADN exploitable. Donc cette mission s'est faite en 2 volets. Il y a eu un premier volet qui s'est déroulé à Sulawesi en septembre et octobre 2022, auquel je n'ai pas participé. C'est mon collègue Thomas von Rintelen qui a assuré cette mission-là pour cette partie. Et une deuxième partie qui s'est passée à Flores en octobre-novembre 2022 et auquel j'ai participé en collaboration avec des collègues du Muséum de Bogor et notamment Daisy Vovor, qui est la responsable des crustacés, ce muséum. Alors pour l'organisation du voyage, il a fallu d'abord identifier les localités types. On voit ici, dans la publication originale, la mention d'un lieu qui s'appelle Kotting. Vous voyez, Flores, Kotting, 58 Exemplare. Donc Kotting, c'est le nom de la localité. À partir de ce nom, on le cherche sur les cartes qui sont fournies avec ces publications. En regardant sur la carte, on arrive à trouver un endroit qui est écrit Kotting. C'est ce qu'on voit sur l'image de droite, alors qu'il est un peu pixelisé. Et on peut déchiffrer Kotting en rouge. Et en bleu, vous avez le nom du cours d'eau qui traverse Kotting, qui s'appelle Batik Wair, selon la graphie néerlandaise de l'époque. Si on regarde une autre carte, on retrouve cette localité de Kotting, toujours traversée par la rivière Batik Wair, que vous voyez en bleu souligné en dessous. Donc à partir de ces informations, j'ai cherché cette localité sur une carte plus moderne, en l'occurrence Google Maps. Et là, pas de difficulté, on trouve Kotting avec une graphie un petit peu différente. Là, sur les cartes précédentes, il y avait 2 T, ici, il n'y en a plus qu'un. Et on retrouve la rivière Batik Wair, là aussi écrit différemment. Tout à l'heure, il y avait un J, là maintenant, c'est un I. Donc on repère les lieux assez facilement dans ce cas-là. Ce n'est pas toujours le cas. Dans certains cas, les noms sont un peu plus différents. On voit donc le Mbawa de la publication originale qui est devenu Maombawa, en regardant sur Google Maps et en demandant aux locaux. De même que Bombang est devenu Boba. Et on peut même avoir des situations un peu plus cocasses, comme Road Bastard Island, qui est devenu Pulau Besar. Donc Road Bastard veut dire le grand bâtard, et l'île du grand bâtard qui est devenue Pulau Besar, qui veut dire la grande île en indonésien. Donc des changements comme ça, un peu surprenants parfois. Ensuite, il a fallu définir l'itinéraire. Donc je suis parti de Google Earth, et donc, en replaçant les localités que j'ai réussi à identifier, j'ai retracé l'itinéraire qu'on allait pouvoir suivre. Donc c'est assez facile, il y a une route qui est principale et la plupart de ces localités se trouvaient le long de la route principale. À ce niveau-là, on a eu de la chance. Sur toutes les îles, ce n'est pas forcément le cas. L'avantage aussi, c'est que la route principale a été mappée par Google Street View, qui nous permet de repérer les localités intéressantes. On peut repérer les habitats intéressants. Là, on voit une rivière avec de la végétation, ce qui est vraiment l'idéal pour les crevettes. Ça permet aussi de repérer les stations qui sont facilement accessibles. Là, on est au niveau d'un pont, donc c'est facile d'accéder à la rivière. À certains endroits, quand la rivière est au fond d'une vallée et que la route est sur la crête, c'est plus compliqué. Donc Google Street View a l'avantage de nous permettre de repérer les localités qui sont intéressantes, mais également les localités qui le sont moins. Là, vous voyez sur la carte, ici, c'est indiqué comme une rivière, et en fait, quand on regarde, c'est une rivière qui est complètement asséchée. Ça, on a eu le cas à plusieurs endroits, donc ce qui nous a permis de gagner du temps et d'éviter d'aller sur des localités qui étaient complètement à sec. Donc voilà pour les préparatifs. Pour le déroulement de la mission en lui-même, donc une fois que le plan d'échantillonnage a été arrêté, il nous restait les démarches administratives à régler. Ça, je vous les épargne, mais il y avait entre autres avoir le visa de recherche, le permis de collecte, le permis d'exportation des spécimens. Donc pour ça, j'ai été bien aidé par les collègues indonésiens qui m'ont permis de faire le minimum. Mais le minimum, ça prend quand même 5 jours. Donc, il a fallu compter 5 jours à partir du moment où je suis arrivé en Indonésie avant de pouvoir partir sur le terrain à proprement parler. Donc pendant ces 5 jours, je suis resté à Bogor et à Cibinong, donc entre ces 2 villes qui sont relativement proches de Jakarta.
dans lesquelles j'ai pu faire les démarches administratives pour lesquelles j'avais besoin d'être présent. Donc, une fois tout ça fait, on a pu partir sur le terrain. Donc, le terrain en lui-même a duré 10 jours. J'ai passé 10 jours sur place, en commençant par Maoméré à l'est et en quittant l'île à Labuan Bajo à l'ouest, en passant par différentes étapes. Donc, sachant que c'était une mission itinérante, hein, quasiment à chaque jour, on était à un endroit différent. Au total, une vingtaine de stations ont pu être échantillonnées, donc, ce qui dépasse les 7 stations originales des localités types. Alors, on a pu voir 4 des 7 localités types. Il y en a 3 qui n'ont pas été visitées pour des raisons d'accessibilité. Vous avez par exemple celle qui est tout à l'ouest, le point violet, qui n'était pas accessible en voiture. Si on voulait y aller, c'était uniquement en bateau. Celui qui est au sud, le point violet, celui-là, il n'y avait plus d'eau dans la rivière, c'était pas la peine d'y aller. Et celui qui est tout à l'est, il était en dehors de notre chemin et bon, il ne contenait pas les espèces les plus intéressantes. De toute façon, on les a retrouvées ailleurs. Donc, pas de regret pour ces 3 localités-là. En ce qui concerne les méthodes d'échantillonnage, pour l'organisation, les déplacements ont été faits entre les stations par notre chauffeur local qui a mis sa voiture à disposition. Et la voiture nous servait de laboratoire mobile. On a pu, là, ce que vous voyez, on a à la fois les bagages et le matériel de terrain. Ce que vous voyez ici, donc posé au sol, c'est un filet cadre qui est utile pour l'échantillonnage des crevettes. Hein. On gratte les herbes avec ce filet et on récupère tout ce qui sort des herbes. Sinon, vous avez la méthode du filet à main, celui que vous avez dans l'image de droite. Donc là, c'est moi en train de fouiller dans les plantes aquatiques. Donc, on utilisait généralement les filets dans les endroits où la pêche électrique n'était pas possible, parce que la plupart des échantillonnages ont été faits en pêche électrique. Donc, pour la pêche électrique, on fait passer un courant dans les eaux, dans les conditions qu'ils permettent. Donc, c'est-à-dire qu'avec une conductivité correcte, pas trop de courant, pas trop de profondeur non plus. Et donc, le passage de ce courant va permettre de paralyser les poissons, les crevettes, et on va pouvoir les récupérer avec un filet. Donc, c'était surtout cette méthode-là qui a été utilisée pendant cette mission. En plus de la collecte des spécimens, on a collecté d'autres données. On a documenté l'habitat avec des mesures physico-chimiques comme la conductivité, la température, le pH. On a également pris les coordonnées GPS de chaque station et on a documenté les habitats en prenant des photos. Alors justement, plusieurs habitats ont été prospectés, depuis le cours supérieur jusqu'au cours inférieur, en passant par le cours moyen, sachant que chaque habitat va abriter des espèces différentes. Donc l'idée, c'était de couvrir un maximum de la biodiversité de ces crevettes. Donc, une fois la mission terminée, retour à Bogor pour 3 jours. Pendant ces 3 jours, on a trié, identifié, reconditionné les spécimens. On a également fait encore des démarches administratives pour tout ce qui est permis d'exportation. Et puis après ces 3 jours, retour en France, avec un passage rapide à Berlin quelques semaines plus tard pour y déposer les spécimens pour analyse. Analyse à la fois morphologique et génétique. En ce qui concerne les résultats, donc au total, 120 spécimens de Caridina ont été collectés, qui appartiennent à 9 morpho-espèces, qui ont pu être identifiées directement après leur collecte. On a pu documenter leur habitus, donc c'est-à-dire leur apparence. Pour certaines espèces, c'était même la première fois que leur apparence a été documentée comme ça en couleur, ou tout court d'ailleurs. Donc là, vous voyez quelques-unes des espèces qui faisaient partie de la liste des espèces amphidromes largement réparties. Et donc ça, ces photos proviennent de leur localité type. Le séquençage des spécimens est en cours, en ce moment à Berlin, aussi bien pour les spécimens types que pour les spécimens nouvellement collectés. Alors, bon, les séquençages sont en cours, mais avec des méthodes différentes. Pour les spécimens types, on utilise la méthode du shotgun. Pour les spécimens récents, c'est un séquençage Sanger classique. Donc, on attend encore les résultats. Alors, à partir de ça, il y a déjà quelques conclusions que je peux tirer de ce projet. La première conclusion étant que les rivières sont généralement en meilleur état que ce à quoi je m'attendais. J'avais entendu parler de certaines rivières en Indonésie qui étaient extrêmement polluées, qui étaient dans des habitats très dégradés. Bon, là, à Flores, c'est relativement préservé. Même si on a quand même quelques cas où on a des barrages qui empêchent la continuité des habitats. Là, vous voyez le barrage à gauche, c'est impossible pour une crevette de traverser. Et puis, il y a aussi le problème du plastique qui est omniprésent, donc qui, a priori, n'a pas l'air de trop déranger les crevettes, puisque même dans des rivières comme celle que vous voyez à droite, on en trouve, mais ça reste quand même un problème
écologiques. On a également des problèmes d'assèchement des rivières. Là, ici, vous avez une rivière qui est complètement asséchée du fait de la culture du riz. En fait, en période de culture du riz, l'eau est déviée pour alimenter les rizières. La deuxième conclusion, c'est que presque toutes les localités types ont pu être échantillonnées, ce qui reste quand même un résultat intéressant. Ce n'était pas gagné d'avance. Autre résultat positif, c'est que toutes les espèces recherchées ont été trouvées. Chaque espèce a été collectée au moins une fois, même si ce n'est pas toujours dans sa localité type. En tout cas, on les a toutes trouvées. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à attendre les séquences et les publier. Donc ça, j'attends des nouvelles de mes collègues de Berlin. Alors maintenant, pour finir, une petite diapo de photos de vacances, hein, puisque quitte à aller aussi loin, autant faire un peu de tourisme. Donc là, quelques photos. Vous voyez en haut à gauche le volcan Kelimotu, qui est un volcan dont le cratère contient 3 lacs qui peuvent avoir des couleurs différentes. Là, ici, 2 des lacs qui avaient une couleur bleue, le troisième était noir. Ensuite, à droite, vous avez la plaine de Ruteng, hein, qui est un plateau assez élevé, c'est plus de 1000 mètres d'altitude, qui contient beaucoup de rizières, notamment les rizières en forme de toile d'araignée que vous voyez à gauche, qui sont organisées de cette façon pour distribuer entre les différentes familles des villages. Vous avez à droite la cascade de Maumbawa, qui est une des localités types qu'on a visitées. Et puis, pour finir la mission, j'ai passé une journée dans le parc naturel de Komodo. Ça m'a permis de visiter l'île de Padar, que vous voyez en bas à gauche, hein, qui est célèbre pour ses 4 baies, et puis voir les fameux dragons de Komodo. Et puis aussi, évidemment, à droite, les tenues traditionnelles de la région de Maoméré, où vous voyez au milieu votre serviteur en tenue traditionnelle de la région. Donc voilà ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je suis disposé à répondre à vos questions avec plaisir et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Valentin, pour ta présentation. C'était vraiment dépaysant. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas à lever la main. Oui. Personne pour l'instant. Ben, on peut commencer. Alors, merci beaucoup pour ta présentation. Et puis, pour ouais, ta présentation en général, pour la description de la taxonomie intégrative. Je pense que c'est de plus en plus important, c'est clair. Et puis, les limites avec les spécimens types et leur état de conservation que tu as montré. Je pense que là, ça doit être un peu, quand on les voit, autant il y a certains types qui sont super bien conservés malgré le temps, autant des fois, on peut avoir des mauvaises surprises. Et puis, cette idée, si on a des espèces qui ont large distribution, plus forcément les types exploitables et savoir laquelle des espèces cryptiques ou des différents morphes, quoi, finalement, est bien le type et lesquels seraient des sous-espèces ou des espèces différentes. Donc, maintenant, on attend bien sûr les réponses. Est-ce que tu as quelques réponses déjà sur certaines, ou est-ce que tu avais déjà travaillé sur certaines et voir identifier ce genre de problématiques avant ta mission ou des choses comme ça? Oui, alors pour certaines espèces, j'avais déjà quelques suspicions, hein, mais pour le ski et le séquençage des spécimens types, on avait déjà fait une étude pilote au début de mon postdoc. On avait placé quelques spécimens types d'espèces importantes et on avait essayé comme ça le séquençage shotgun, vraiment au hasard, hein, on ne savait pas ce que ça allait donner. Et pour certaines espèces, ça a marché tout de suite. Il y en a même certaines, on a réussi à avoir le génome mitochondrial complet. Pour des spécimens qui datent de 1888, c'est quand même un bon résultat. Il y avait quelque chose d'intéressant qu'on a remarqué, c'est que les spécimens donc, ont été collectés sur le terrain à ce moment-là. Ils ont été partagés entre plusieurs muséums. Il y a des spécimens qui sont trouvés à Leiden pour la plupart, mais il y en a qui ont été envoyés à Bâle en Suisse et puis d'autres ici, à Paris. Et ce qu'on a remarqué, c'est que les spécimens de Paris ne donnaient pas d'ADN du tout, alors que ceux de Leiden issus de la même collecte fonctionnaient. Donc il y a vraiment des différences en termes de stockage, des choses qu'on ne maîtrise pas. Et donc ça nous a permis de voir ça. Et alors, donc comme résultat, on avait pour l'espèce Caridina weberi, par exemple, on a réussi à avoir un spécimen type de la localité type, parce que c'est une chose aussi, hein, il n'y avait pas forcément une seule localité type par espèce. À l'époque, il y avait pas, on n'était pas obligé de désigner un holotype, qui était un seul spécimen unique pour nommer l'espèce. Là, on avait des syntypes, donc des syntypes qui venaient de plusieurs localités.
Pour le coup, certains chercheurs avaient déjà désigné un lectotype. Donc, c'est dans les cas où il n'y a pas d'holotype, c'est parmi les syntypes, on désigne un spécimen qui va représenter l'espèce. Et donc, le lectotype avait été désigné comme provenant de la localité Kötting. Et on a réussi à avoir des spécimens, donc des syntypes de cette même localité qui avaient fonctionné. Donc là, ça nous permet d'avoir une séquence qui est à peu près une bonne référence, puisque là, on est à peu près certain de son identité. Ok. Et je pense que du coup, des autres localités sont encore en cours ou quoi, et tu attends de voir jusqu'à quel niveau de polymorphisme parmi ces syntypes tu peux avoir et voir même si c'est au-delà d'espèces, quoi. Oui, c'est clair. On a même eu des résultats. On a eu 2 spécimens qui ont marché d'une même série type et qui appartenaient tous les deux à des groupes différents, donc même assez éloignés. Hmm. Donc là aussi, hein, on n'est pas à l'abri de ça. Sophie, tu as une question? Oui, alors justement, comme tu disais, bon, tu as peut-être déjà répondu et j'ai pas compris, tu verras bien. Euh, Tu disais, en fait, il y a beaucoup de variations et sur la notion d'espèce, elle est en fait très compliquée avec tous les milieux, toutes les variations à l'intérieur. Euh, Ma question, c'est, vous avez deux méthodes, là, vous allez faire du shotgun d'un côté et puis du Sanger de l'autre. J'ai deux questions en fait. Est-ce que déjà tu as une idée de ça doit donner la même chose si c'est la même chose, ou ça peut donner des choses différentes même si c'est la même chose? Est-ce que tu as une notion sur ça? Et puis dans un deuxième temps, mais je ne me souviens plus, donc je viendrai après pour la deuxième partie de ma question. Alors donc, en fait, il y a plusieurs possibilités. Généralement, nous, on va partir des résultats de l'ADN. Il y a certains qui peuvent partir des résultats de la morphologie. Il faut quand même à un moment prioriser les jeux de données par rapport à d'autres. Donc nous, on va considérer que si on a une certaine distance en termes de génétique, donc en termes de différence de nucléotides, on va considérer que c'est des espèces distinctes. Et ensuite, on va chercher des caractères morphologiques pour voir s'il y a des critères comme ça qui nous permettent de les distinguer. Si on ne trouve pas de caractère morphologique, on va regarder au niveau de la biogéographie, s'il y a une logique biogéographique derrière la séparation de ces espèces. Si ce n'est pas la géographie, on va essayer de voir s'il y a une différence écologique. Donc voilà, on va essayer de chercher tout ça. Et si vraiment à la fin, on n'a qu'un seul jeu de données qui nous permet de dire que c'est des espèces différentes, on ne va pas considérer ça comme des espèces différentes. On attend d'avoir vraiment des données issues de 2 jeux de données différents. Ok, bon, d'accord, donc c'est compliqué. Et sinon, après, tu disais tout le temps que tu cherches tu cherches le séquençage mitochondrial. Euh, est-ce que c'est bien de rester sur le mitochondrial, ou est-ce que ça serait bien d'aller chercher quelque chose d'autre qui pourrait, euh, je sais pas, un autre gène qui pourrait parler différemment du fait que ce soit l'héritage maternel ou mitochondrial qui vienne dessus, ou je sais pas quoi. Alors à notre niveau, nous on fait du barcoding, donc c'est vraiment, on va essayer de trouver un marqueur qui nous permet de comparer les espèces entre elles, sachant qu'on a déjà une grosse base de données avec donc surtout le gène CES, mais un petit peu le gène COA1. Et donc, ce qui nous permet, quand on séquence ce gène-là chez un spécimen qu'on vient de collecter, ça nous permet de le comparer à la base de données et donc d'avoir son identité assez facilement. Après, si on veut aller plus loin, si on veut faire des études phylogénétiques, là, il va nous falloir d'autres gènes, et en particulier des gènes nucléaires qui vont nous permettre d'avoir un autre niveau de détail, sachant que les gènes mitochondriaux, enfin ceux qu'on utilise, évoluent relativement vite. Donc, on va avoir les relations récentes, mais on ne va pas avoir les nœuds profonds de manière très résolue. C'est pour ça que généralement, on ajoute des gènes nucléaires qui vont nous donner cette profondeur dans l'arbre. Ok, merci. Marion, est-ce que tu veux poser ta question? Hop, oui, merci Valentin pour ta présentation. J'ai une petite question. Peut-être que toi, tu n'as pas ces problèmes-là, mais nous, ce qui nous arrive pour les poissons, c'est que des fois, on a des lots de syntypes qui viennent de régions différentes. Euh, Exemple, un spécimen qui va venir de La Réunion et un qui va venir de Maurice. Et finalement, quand on regarde la génète ou bien la morpho, c'est pas les mêmes espèces. Alors, est-ce que tu as ce cas-là quand tu as des lots, comme tu disais, que des fois, tu avais des gros lots de syntypes d'une même espèce, mais du coup, qui venaient de localités différentes? Est-ce que tu as constaté des problèmes ou pas du tout? Alors, généralement, quand c'est dans ce cas-là, là, ils sont issus des mêmes collectes, donc les collectes de Weber. Ça arrive qu'on ait des espèces qui ont été décrites à la fois de Sulawesi et de Flores.
Dans ce cas-là, ça reste quand même relativement proche par rapport à ce que tu décrivais. Mais oui, on a déjà eu des différences comme ça, des espèces carrément différentes dans les syntypes. Et dans ce cas-là, il faut qu'on désigne un lectotype. Il faut prendre parti à un moment. Donc, on essaie de prendre celui qui colle le plus à la description originale. Ou sinon, ce qu'on fait, c'est que on va garder le nom pour l'espèce qui est la plus largement répartie, qui est donc le nom le plus utilisé. Et on va trouver un autre nom pour ceux qui restent. D'accord, donc ça arrive comme pour les poissons où des fois ils font des trucs un peu bizarres quand ils faisaient leur lot à l'époque. Ok, bon, c'était par curiosité. Et Valentin, c'est Clara. Salut tout le monde. Est-ce que tu peux juste revenir sur les deux types de cycles de vie des crevettes? Tu dis qu'il y en a qui ont un développement direct avec les gros œufs. Donc ça veut dire que ce qui sort de l'œuf, c'est directement des petits juvéniles. C'est ça. C'est ça. Et les autres, par contre, c'est les larves, donc qui vont aller dévaler, qui vont aller en mer. Alors après, il y a différents types parmi celles qui ont le développement prolongé. Voilà, ici. Ouais. Donc, parmi le développement direct, ça va être un juvénile qui sort directement, qu'il n'y aura pas besoin d'un passage en eau salée. Par contre, pour les espèces amphidromes, il y a toute une gradation. Il y en a qui vont être complètement amphidromes, il y en a qui vont être un peu moins amphidromes, donc qui vont rester moins longtemps en eau de mer, ou alors qui vont simplement rester dans l'estuaire. Et puis, donc pas chez les caridines, mais chez d'autres crevettes de la même famille, on va avoir des espèces qui ont un développement prolongé, donc avec vraiment des métamorphoses, mais qui se fait uniquement en eau douce. Ça existe aussi. D'accord. Ah ouais, c'est encore plus compliqué que chez les poissons, chez les crevettes. Mais oui, et on n'a pas d'autolite pour vérifier. Mais non, mais c'est ça qui est très compliqué. Donc, d'accord. Et donc, tu dis celles qui ont un développement direct, c'est uniquement des espèces landlocked? Oui, là, je n'ai pas d'exemple d'espèces. Oui, remarque, si, il y a des espèces qu'on trouve à Hawaï qui vivent dans les tunnels de lave, donc qui sont les milieux ankyalins, qui sont donc en eau douce à la surface, mais connectés en dessut. Et dans ces milieux-là, il peut y avoir des espèces qui ont un développement direct. Ouais. D'accord. Ah, c'est vachement intéressant. Ok. Bon, voilà, merci. Et puis alors, est-ce que tu as pu rapporter ta tenue? Parce que franchement, ça te va bien. Non, je n'ai pas pu la ramener parce que en fait, cette chose-là, c'est hors de prix. Vous voyez la pièce que j'avais sur le haut, par exemple. Alors, c'est ce qu'on appelle un ICAT. Je vous montre ça tout de suite. Donc, juste la partie du haut, là, ça prend 3 ans à tisser. Ah vache, ah ouais. Donc, voilà. Ouais. Voilà, la pièce que j'ai en haut, là, ça, c'est 3 ans de tissage parce que c'est des fibres qui sont colorées avant, enfin, qui sont teintes avant d'être tissées. Ça prend énormément de temps. Ça, ce qu'ils font, c'est qu'ils ils nouent des herbes sèches autour des fils. Ensuite, ils plongent ça dans la teinture. Quand ils ressortent, ils enlèvent les herbes sèches, donc ça laisse les empreintes. Après, ils mettent dans une autre teinture. Enfin, c'est vraiment un travail colossal. Et donc ça, c'est vraiment les tenues de cérémonie. Ce n'est pas des choses qu'ils vont porter tous les jours. Bon, en tout cas, ça te va bien. Merci. Merci, c'était chouette. Ah, de rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'Assemblée? Alors moi, je peux continuer un petit peu parce que ça m'intéresse bien. Là, je ne connaissais pas la diversité là, des cycles de reproduction. Et puis, tu as dit qu'en plus, tu avais sur les amphidromes même une continuité. Donc c'est vraiment intéressant. En fait, par rapport à la distribution et par rapport à la diversité génétique et la différenciation génétique entre populations, entre localités, tu vas avoir des grosses, enfin, tu t'attends à avoir des grosses variations avec, alors je ne connais pas bien la courantologie et tout dans ces zones-là, mais si tu as tes espèces qui vont avoir une phase de dispersion, et là tu dis que même celles qui vont disperser, il y en a qui dispersent jusqu'à l'estuaire seulement, donc tu peux avoir une structuration par rivière ou par bassin versant ou par zone. Celles qui vont vraiment avoir une phase de dispersion marine, tu t'attends à avoir une plus grande dispersion de l'espèce, mais aussi une moins forte différenciation génétique. Et puis, à côté, tu as en plus un témoin, on va dire positif ou négatif, ça dépend comment tu le vois, à savoir celles qui sont vraiment à développement uniquement au milieu d'eau douce, où tu t'attends à avoir en fait des populations qui, au mieux, seront rivières spécifiques, voire, je ne sais pas comment ça disperse, peut-être même sur un cours d'eau, avoir de la différenciation. Donc, c'est super intéressant. Est-ce que tu as pu avoir un peu à ce niveau-là, est-ce que tu es intéressé par ce niveau-là de population
donc infra-spécifique, ou il n'y a pas beaucoup de choses de connues dessus ou de faites? Non, justement, là, on est en train de préparer un papier qu'on va bientôt pouvoir soumettre. Donc, on a fait ça sur une espèce qu'on trouve dans les îles de l'océan Indien et qui, elle, est caractérisée par une forte structuration, mais entre archipels. J'ai fait un réseau d'haplotypes pour ça. Et on voit que les Seychelles sont bien séparées des Comores, qui sont elles-mêmes bien séparées de Madagascar, et tout ça est séparé de l'Afrique du Sud. Donc, en fait, à partir de la structure du réseau d'haplotypes, on peut émettre des hypothèses quant au trait de vie. À défaut d'avoir les otolithes, on peut regarder la structure des populations, et à partir de ça, on peut émettre des hypothèses sur la durée larvaire, par exemple. Et ça, à partir de ça, donc, j'ai fait un travail de review en regardant différents réseaux d'haplotypes qui ont été publiés sur différentes espèces amphidromes. Et on se rend compte que ces différentes classes d'amphidromie, elles existent aussi chez les autres groupes. Il y a certains poissons qui vont être super amphidromes, donc qui vont avoir vraiment une très large répartition, qui vont avoir assez peu de structure des populations. Il y en a qui vont avoir une amphidromie beaucoup plus réduite, hein, voire même facultative, peut-être dans certains cas. Et dans ces cas-là, on va avoir une population très marquée, mais avec quand même des connectivités à un certain niveau de distance. Et puis, tu vas avoir les espèces complètement landlocked, où là c'est très, très structuré, et avec énormément d'haplotypes sur une zone assez réduite. Pour les crevettes, justement, on a des espèces, par exemple en Afrique du Sud. C'est une espèce qui est donc landlocked, et qui a une très forte structure des populations, et que certains considèrent même comme des espèces différentes. Alors, bon, moi, ça, je ne suis pas tout à fait d'accord. C'est plutôt. Parce qu'il faut, c'est quand on écrit des espèces, il faut prendre en compte les traits de vie. Et là, pour le coup, on sait que celle-ci est landlocked, donc forcément, la connectivité va être réduite, et donc la structure des populations va être plus marquée. Il ne faut pas interpréter ça comme des espèces différentes, mais comme des populations un peu plus différenciées. Donc, ouais, il y a plein de choses à prendre en compte à ce niveau-là. Ok, ouais, super intéressant. Moi, j'aimerais bien, en tout cas, j'aimerais bien voir la suite des résultats de ce que tu as présenté. Et moi aussi. Ça appelle à un numéro 2, peut-être un 3, je ne sais pas. Comme les Indiana Jones, en tout cas, on aimerait bien voir la suite après, pas forcément dans une autre région, dans celle-là, mais avec les résultats. Donc, c'est cool. Sinon, il y a une petite chose, hein, tu pourrais aussi… Ah, Ibrahim, vas-y. Oui, merci beaucoup. Moi, je suis à Comores, donc dans l'archipel de Comores, donc je vous suis depuis ici. Oui. Et je me réjouis d'entendre que les rivières de l'Indonésie ne sont pas assez polluées comme on pourrait le croire. Donc, je voudrais savoir vraiment qu'est-ce qui est source de pollution dans cet archipel en Indonésie, puisqu'on a constaté ici pour les rivières des Comores qui sont relativement polluées. Et c'est à cause surtout de la linge, donc les femmes qui font le linge directement dans les rivières. Donc on passe à ça, mais surtout qu'ils utilisent un savon en poudre qui est fabriqué dans cette partie du monde de l'Asie du Sud-Est, donc qui est source de pollution, contrairement au savon importé en Europe, qui semble-t-il, le savon de Marseille n'est pas assez toxique pour la vie aquatique. Donc, je voudrais savoir qui pourrait être source en Indonésie de la pollution de certaines rivières. Merci. Alors, en tout cas, merci pour la question. Moi, ce que j'ai repéré, en tout cas, mon expérience est uniquement pour l'île de Flores. Après, ça se passe probablement différemment à Java ou à Sumatra. En tout cas, à Flores, de ce que j'avais entendu sur Sulawesi ou sur d'autres îles, c'est que les rivières étaient très polluées du fait des activités anthropiques, qui peuvent être aussi bien l'agriculture que, effectivement, la pollution aux détergents comme ça. Alors ça, j'ai pu l'observer à Flores. J'ai vu dans certaines rivières, on voyait les femmes qui faisaient la lessive ou les gens qui venaient nettoyer leur voiture ou leur moto dans la rivière directement. Donc ça, je pense que c'est inévitable. Mais comme source de pollution, ce qu'il peut y avoir, c'est que dans certaines îles, il y a beaucoup d'activités minières. Et donc là, ça ne va pas être de la pollution en elle-même, c'est plutôt les activités minières qui vont faire que la sédimentation est augmentée. Du fait non seulement de l'activité en elle-même, il va y avoir, ils vont creuser, donc il va y avoir des sédiments qui vont être transportés par les pluies. Et puis il va y avoir aussi la déforestation qui est autour, qui va faire que tous les sédiments ne sont plus retenus par les racines et donc vont partir dans les rivières. Donc ça va colmater les rivières et ça va empêcher pas mal de processus physiologiques, notamment chez les crevettes. Ces particules vont se déposer sur les branchies, ça va les asphyxier. Également, oui, ça peut se déposer sur les rochers, donc ça va absorber le biofilm et il n'y aura plus de la nourriture à la fois des crevettes et des poissons présentes dans l'habitat. D'accord, merci beaucoup.
Merci beaucoup. Si je pose la question, il y a encore 2-3 semaines, dans l'île de Moli, il y a un parc national à Comores. Donc, on a constaté une hécatombe entre guillemets, des anguilles et des trépassons à l'embouchure. Donc, on ne sait pas exactement la source, mais peut-être ils ont dit qu'ils vont faire, les parcs vont faire des prélèvements, ils vont analyser pour savoir la source de cette hécatombe. Merci. De rien. Oui, j'espère qu'ils trouveront la source, parce que ça, c'est un vrai problème. Parfois, ça peut être un déversement de produits chimiques, ça peut être je sais pas, un réservoir de camions qui fuyait, ça peut être plein de choses. Donc, on va essayer de trouver ce que c'est pour éviter que ça se reproduise. Oui, la pollution, ça semble être aussi problématique. Alors, il y a des rizières, il y a beaucoup de cultures où il y a des pesticides, des problèmes de pesticides ou quoi, ça t'as pas noté particulièrement ou tu n'as probablement pas pu mesurer. À cet endroit-là, pas tellement. Non, donc c'est beaucoup de rizières, mais je pense que dans les endroits où ils font du palmier à huile, par exemple, là, ça a plus d'impact sur l'environnement. Pareil sûrement pour les bananeraies. Là, j'en ai pas vu tellement sur Flores. Ok. Ouais. Ouais. Après, ouais, l'écotoxicologie sur ces crevettes, ça peut être aussi important ou ça peut aussi impacter leur cycle de vie ou ce genre de choses. Donc, Et sachant que maintenant, il y a des différentes études qui sont sorties qui commencent à utiliser les crevettes de cette famille-là comme marqueurs de bio-environnementaux. ouais. Ouais, intéressant à suivre aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Bon, alors, ouais, non. Donc, pour revenir juste sur ta carte de répartition, sur tes ATID, bon, on pourrait avoir aussi une autre suite. Donc là, tu parlais de celles qui sont perdues. On pourrait aussi t'inviter à t'intéresser à celles qui sont oubliées, parce que, en fait, on en a aussi du côté de chez nous, dans les rivières. Donc, voilà. Donc, un petit peu plus dans l'Atlantique ouest. Donc, on en a dans les rivières. C'est vrai qu'on travaille un peu plus sur les macrobrachiums, notamment avec Dominique Monti et compagnie. Mais les atidés, on ne s'y est pas encore trop intéressé, en tout cas nous. Mais ça pourrait être aussi des choses intéressantes à voir, en effet, s'il y en a qui ont des variations de cycle de vie ou quoi. Donc, voilà, ça pourrait être quelque chose. Oui, puis on n'est pas à l'abri d'espèces cryptiques non plus, côté Caraïbes. Donc, ça a appliqué la taxonomie intégrative, ce serait intéressant aussi. C'est ça, on pourrait aussi en convenir ou voir ça. Voilà, si ça t'intéresse et si tu es prolongé, ce qu'on te souhaite pour continuer à travailler sur les crevettes et puis leur cycle de vie, leur évolution et tout. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, ça appelle vraiment une suite. Donc, on va se tenir au courant. Et puis, quand tu auras des résultats avec les collègues de Berlin ou justement ce qu'ils font, eux, par rapport pour les inviter éventuellement, pour compléter, ça peut être super cool. Ça marche. Voilà. Merci à tous. On a quand même été un petit peu plus nombreux qu'au départ. Donc, merci de votre présence, de votre suivi. L'enregistrement sera mis à disposition. Et donc, le mois prochain, on n'a pas encore fixé la date, ça sera probablement le 30, avec probablement déjà une intervention, mais je vous laisserai le découvrir sur le site. Et vous êtes tous les bienvenus si vous avez des présentations à faire ou des collègues étudiants, post-doc qui seraient susceptibles d'en faire, ou alors des invités en mission qui pourraient nous parler de leurs travaux pour les mois à venir. Donc welcome, vous nous contactez et puis on essaye de trouver une date pour les prochaines animations intersites de Boréa. Donc voilà. Merci beaucoup encore Valentin, super présentation. Merci. Et puis merci à tous. À très bientôt, portez-vous bien. Merci. Merci, Salut, à la prochaine. Salut. Merci.